Bonjour Virgile de l'école, alors vous travaillez pour l'éditeur Microfocus. Je vous propose un petit flashback sur votre propre parcours professionnel pour mieux vous connaître. Donc vous avez commencé cette aventure informatique comme développeur. Depuis 2018, vous avez pris la direction de l'équipe avant-vente de Microfocus avec des enjeux pour vos clients, les entreprises, donc autour de la transformation numérique, c'est-à-dire finalement de la migration vers le cloud. C'est ça, c'était vraiment cette période où on a longtemps installé les applications dites on-premise, donc sur les infrastructures des clients. Il y a eu cette bascule et l'avènement du SaaS, même si finalement on en faisait depuis une bonne dizaine d'années. Ça s'appelait peut-être pas encore SaaS, mais le fait d'avoir les outils et de les opérer pour les clients, on le faisait. Et cette prise de fonction m'a amené à rencontrer de plus en plus de DSI ou de responsables d'infrastructure et d'avoir ces conversations-là avec eux, ce qui amène soit ce qu'on peut appeler des idées reçues ou des préjugés ou des freins tout simplement, parmi les quatre que vous avez mentionnés dans le sondage. Alors justement, on mentionnait aussi l'approche agile ensemble. Il y a également la mobilité, naturellement, qui depuis les années 2000 a transformé le paysage des applications, des interfaces utilisateurs. Et les tests logiciels sont toujours aussi importants qu'on soit dans le SaaS ou qu'on soit en on-premise. Ça reste clé. La qualité aujourd'hui revient au devant de la scène depuis, on va dire, un ou 2 ans. Elle avait été un peu laissée de côté. Aujourd'hui, c'est critique, que ce soit pour les utilisateurs internes, lorsqu'on veut rendre ce service aux employés, ou pour les clients finaux. Il faut assurer cette qualité-là, il faut que ça fonctionne. Ce qu'on a vécu il y a quelques mois et donc on vit encore a fait qu'on n'a plus le droit à l'erreur, il faut tester, il faut que ça fonctionne. Alors parfait, ça nous a permis d'avoir en régie les résultats de notre sondage et on voit que c'est la cybersécurité en effet qui domine devant la maîtrise des coûts. Et le manque de flexibilité, un petit peu, le manque de réactivité, ça n'a pas l'air de préoccuper tant que ça nos internautes. Est-ce que ça vous surprend déjà, ces réponses? Alors, sur le manque de réactivité, non, ça l'a été au début quand les gens avaient la crainte de finalement perdre la maîtrise de leurs infrastructures, de leurs logiciels, parce que quand on le fait, on sait que c'est contrôlé. Quand c'est fait par quelqu'un d'autre, on a toujours peur que ça aille moins vite ou que ça soit moins bien fait. Maintenant, je pense que c'est rentré dans les mœurs. Le SaaS est opéré, on peut avoir de la réactivité et finalement avoir ce que l'on souhaite. Sur la partie coût et sécurité, pour moi, il y a eu une inversion avec la crise du Covid. Pendant très longtemps, le coût était la principale préoccupation parce qu'on s'adressait à des clients grands comptes qui avaient des infrastructures on-premise et qui envisageaient de passer sur du cloud. Ça a un peu changé, la donne a un peu changé parce qu'avec la crise du Covid, il y a eu une marche forcée qui s'est opérée. Les clients sont passés sur du SaaS ou sur du PaaS, comme ça a été dit en introduction. Tout dépend de ce qu'ils ont fait parce qu'il a fallu s'ouvrir. Et on n'avait plus le choix, il fallait y aller. Et donc dans ces cas-là, il fallait surtout garantir la sécurité. Donc ça ne m'étonne pas que ces deux sujets-là reviennent en premier et la sécurité d'abord. Parce que c'est vraiment actuel. On va s'en servir justement de ces réponses pour les questions que vous posez. Finalement, chez Microfocus, comment est-ce que vous combattez ce frein principal, donc, qui est la cybersécurité, signalée par nos lecteurs? Alors, il y a des normes, des standards qui existent pour garantir cette sécurité, des normes ISO. Donc, il faut bien sûr aller vers des fournisseurs de SaaS qui ont ces certifications-là. Nous, on les renouvelle tous les ans. Et la sécurité, il y a plusieurs aspects. Il y a à la fois sécuriser nos data centers et les accès aux data centers. Il y a les notions de sécurité au sens authentification. Comment est-ce qu'on va s'assurer que les personnes qui vont accéder au logiciel sont bien autorisées. Donc soit c'est quelque chose qui va être géré directement par Microfocus, soit on va se connecter à votre LDAP ou faire du SML. Bon, sans les détails techniques, mais s'assurer que tout va bien. Et la dernière couche, c'est la couche applicative. Il faut aussi garantir que les logiciels que l'on va utiliser au travers du SaaS sont sécurisés, ont été développés selon les règles de l'art d'un point de vue sécurité. Et c'est souvent ce qui a posé problème quand les clients ont voulu basculer sur du cloud. C'est quand c'est des applications qui étaient maison, elles n'avaient pas été pensées sécurité ou accessibles depuis l'extérieur. Et il a fallu, dans ces cas-là, refondre un peu tout ça pour faire que ça, il n'y ait pas de problématique d'injection SQL ou que ça ne soit pas une brèche ouverte vers le système d'information de l'entreprise. Côté Microfocus, on a des outils pour gérer cette sécurité-là, on les utilise sur nos propres solutions et on a cette garantie, en tout cas sur la couche logicielle. Alors, vous avez noté comme moi que 47% des internautes estiment que c'est
non pas la cybersécurité, mais les coûts, finalement, la maîtrise des coûts, qui freinent éventuellement leur migration vers le SaaS. Comment est-ce qu'on peut maintenir un niveau de coûts finalement maîtrisé dans cet environnement? Dès que l'on aborde le SaaS, il y a toujours cette notion de coût sous deux angles différents. Soit c'est des clients qui ont déjà une installation on-premise et qui vont faire des calculs de ROI entre est-ce que je peux partir sur du SaaS et peut-être économiser ou gagner de l'argent par rapport à mon infrastructure on-premise. Soit c'est des nouveaux clients et dans ces cas-là, la compétition va s'opérer entre du IaaS ou du PaaS et du SaaS. Est-ce qu'on a tout intérêt à uniquement provisionner des serveurs et à garder une maîtrise et à tout le service qui va avec, ou est-ce qu'on délègue l'intégralité dans ces cas-là à l'éditeur logiciel? Pour les clients qui sont aujourd'hui on-premise, le frein, ou en tout cas ce qu'ils vont avoir en tête en premier, ce qui fait très peur, c'est de comparer le coût des licences au coût du service SaaS, qui inclut les licences, mais qui inclut aussi tous les coûts cachés qu'il y a derrière, bien souvent pour les utilisateurs. Donc il y a le coût du matériel, de l'infrastructure, bien entendu, mais aussi finalement des licences tierces que l'on va installer sur ces infrastructures pour les OS, pour les bases de données. Il y a le personnel qui va les maintenir en conditions opérationnelles et il y a toutes les montées de version ou les patchs qui vont intervenir sur cette infrastructure. Donc si on met le tout bout à bout, on se rend compte que les coûts sont bien plus importants que ce qu'on imaginait. Encore faut-il, même au sein des entreprises, avoir accès à ces informations-là et que ça soit bien le coût réel qui soit reflété. Dans tous les cas, on fait l'exercice avec nos clients, on compare. À 95%, le SaaS, au final, va être bénéficiaire pour eux. Alors, on fait ces calculs sur 3 ans, parce que c'est un investissement. Ça a été dit lors de la table ronde d'introduction. Souvent, c'est des contrats qui ont une durée de 3 ans, parce qu'il y a une montée, il y a un investissement premier qu'il faut amortir derrière. Dans certains cas, il s'avère que ce n'est pas intéressant pour le client. Et donc, aujourd'hui, on lui conseillera de rester on-premise et on continuera de travailler avec lui malgré tout, bien sûr. Alors, comment le portefeuille de solutions Micro Focus est en train de, ou permet-il plutôt de contribuer à gagner en souplesse au niveau de l'informatique d'entreprise ? Aujourd'hui, notre portefeuille va être complètement hybride. On a bien sûr des applications cloud natives qui sont apparues depuis 4-5 ans, qui ont été pensées SaaS en premier et qui bénéficient des changements technologiques, la conteneurisation, les aspects microservices, et qui nous permettent d'offrir ce service-là à nos clients de façon très, très flexible. On a aussi toute une gamme de produits qui sont plutôt historiques, utilisés par nos clients et des grands comptes parfois depuis 15 ou 20 ans. Et en fonction des besoins de nos clients, de l'orientation du marché, on est en train de les migrer doucement vers le SaaS. Tout ce qui est testing, par exemple, existe depuis des années en SaaS. On a des outils qui vont aujourd'hui prendre en charge l'agilité, alors que ça soit du Scrum, du Safe ou même du Lean aujourd'hui, qui est un peu plus en vogue, surtout quand on parle de l'infrastructure. Ces outils-là existent en SaaS et sont déjà à disposition. Depuis maintenant une petite année, on a aussi SMAX, l'outil d'ITSM, qui est disponible. Et très bientôt, demain, vous aurez la partie monitoring. Donc c'est des outils historiques. Que les clients utilisaient sur leurs infrastructures on-premise. Ils ont d'abord démarré à avoir des infrastructures hybrides, toujours monitorées et pilotées depuis leurs infras. Aujourd'hui, ils nous demandent de porter cette partie monitoring dans le SaaS et c'est ce qu'on est en train de faire pour les accompagner dans cette transformation. On a vu que le manque de réactivité, c'était plus un sujet, plus une question aujourd'hui, en tout cas de la part des internautes vis-à-vis des solutions SaaS. La transparence, elle est déjà là, vous diriez, chez les éditeurs SaaS, justement par rapport au tableau de bord, de disponibilité, par rapport à la qualité des services délivrés? Alors ça, de toute façon, c'est mesuré et c'est contractuel. Il y a un engagement quand on est sur du service SaaS, au-delà de uniquement avoir un serveur. Et on va parler de réactivité, c'est le fait de disposer des dernières versions en permanence, ça faisait de la partie des interrogations sur la réactivité. Les gens avaient la maîtrise des montées de versions et des mises à jour. Dans une offre SaaS, c'est inclus dedans, donc ils l'ont automatiquement. Ouais. Et c'est un des bénéfices qu'ils voient assez vite. On a parfois des clients qui restaient sur des versions très vieilles, parce qu'ils n'avaient pas le temps, parce que ce n'était pas la priorité. Aujourd'hui, ils peuvent bénéficier des dernières fonctionnalités, des dernières innovations de nos produits, tout de suite, parce que ça va être disponible au travers du SaaS. Donc cette réactivité-là, ils l'ont.
Et puis elle est un peu native dans le cloud avec l'intégration continue, le déploiement continu des nouveaux services. Ça fait partie aussi de cette chaîne-là de développement qui vont venir consommer, eux, plutôt des environnements sur des cloud providers parce que c'est des choses qui sont éphémères et temporaires. Ils ont besoin d'un environnement pour développer, pour déployer ou de faire des plateformes de test. Et l'idée, c'est de les accompagner avec un référentiel du cycle de vie de l'application avec les exigences, avec les tests, les résultats, qui lui aussi va se retrouver dans le cloud, mais cette fois-ci sur du SaaS, mais qui va venir s'interconnecter, se brancher à leur existant, finalement quel qu'il soit et quel que soit le cloud provider utilisé. Est-ce qu'on peut mentionner quelques références locales et justement les bénéfices qu'ils en retirent? On vient de parler d'un bénéfice là. Alors ça fait vraiment partie de la stratégie de l'entreprise, donc souvent nos clients nous demandent d'être assez discrets sur les stratégies qu'ils ont mis en place pour optimiser leurs coûts, parce qu'on en revient à cette question-là. Moi, je peux vous parler d'une grande assurance, plutôt située au nord de Paris, qui a décidé de mettre en place une démarche Cloud First. Donc, ils avaient une énorme infrastructure on-premise. Ils ont décidé de faire une bascule totale, et la direction leur a donné 2 ans pour tout basculer. Donc on a travaillé avec eux dans ces cas-là, vraiment dans le cadre d'une migration. Donc on a pris leur existant, ils avaient peur que ça prenne très longtemps, ça a été finalement assez rapide. Et aujourd'hui, ils ont répondu à ce besoin de Cloud First. Une autre référence, une grande banque française, une entité, sa branche sécurité. Eux, c'était un besoin un peu particulier, c'est qu'ils avaient un projet spécifique, durée limitée dans le temps, mais qu'ils allaient devoir ouvrir à un certain nombre de partenaires externes, de prestataires. Et la sécurité interne a refusé d'ouvrir son SI parce que c'est vraiment des sujets très sensibles. Et le contournement a été finalement de démarrer une instance SaaS de notre référentiel dans le cloud. Et dans ces cas-là, les aspects sécurité et accès ont été contournés et ont été acceptés par l'entreprise. Et ça s'est fait très rapidement. Ça fait partie des bénéfices que l'on peut retrouver, au-delà, une nouvelle fois, d'avoir des mises à jour permanentes ou de pouvoir gérer l'adoption. Lorsqu'on le démarre sur des nouvelles solutions, il y a toujours cette part d'incertitude. Est-ce qu'en interne, ça va fonctionner correctement? Est-ce qu'on va avoir de plus en plus d'utilisateurs? Comment est-ce que ça se gère? Le SaaS permet ça. On peut démarrer avec 50 utilisateurs et quelques mois après passer à 100 et imaginer en avoir plusieurs centaines, 6 mois. Les problématiques d'infrastructure, ça devient les nôtres. Les montées en charge, c'est les nôtres. Et c'est à nous de s'assurer que le temps de réponse et les SLA sont présents. Alors tout le portefeuille de Micro Focus n'a pas basculé complètement encore sur le SaaS. Vous parliez tout à l'heure de l'ITSM, ça va venir. Alors l'ITSM est déjà là. Oui. Ce qui va venir, c'est toute la partie monitoring. Après, Micro Focus, c'est un portefeuille qui est immense, qui va de la gestion du mainframe et du COBOL. Donc ça, aujourd'hui, on est capable d'accompagner aussi les clients vers une migration vers le cloud de leur mainframe. On sait le faire. Maintenant, sur les offres SaaS, on ne va adapter l'existant que de ce qui a un intérêt pour nos clients. Donc on travaille avec eux, on leur demande leurs besoins et on voit si c'est possible. On a des offres qui sont cloud native, qui ne sont sorties, qui n'existent qu'en SaaS, notamment sur la performance, sur des tests de performance. Parce que là, on voit tout de suite l'intérêt de bénéficier de la puissance du cloud pour le faire. On passe de capacités de plusieurs, on va dire, centaines de milliers d'utilisateurs virtuels lorsqu'on parle de tests de performance on-premise sur du SaaS. On va monter à plusieurs millions. Donc, c'est des infrastructures qui vont être colossales, mais qui vont être provisionnées temporairement, libérées après. Donc, en termes de coûts, c'est... des simulations qu'on ne pourrait pas faire en local. Finalement. Non, on ne peut pas parce que ça ne tiendrait pas la charge ou alors ça vous coûterait très cher. Là, on voit tout l'intérêt du SaaS. Et cette solution-là, donc Cloud Runner Cloud, n'existe qu'en SaaS par nature. Alors l'année prochaine, en 2022, est-ce que toutes vos offres seront exclusivement disponibles en SaaS? Non, on souhaite garder la possibilité, on continue de l'offrir à nos clients de partir ou non en SaaS. Certains sont prêts, certains en sont convaincus et c'est quand même une tendance de fond, donc on sait qu'on y va. Maintenant, il y a toujours des clients qui sont réticents, voire des institutions qui n'ont pas le droit d'y aller. Donc on veut leur laisser ce choix-là. Est-ce qu'ils veulent continuer on-premise? Est-ce qu'ils veulent aller en SaaS? Être prêts à avoir des environnements peut-être complètement hybrides ou des portefeuilles hybrides. Donc ça, c'est vraiment au choix du client. On souhaite rester là avec eux. On sait que le SaaS peut leur offrir, on parlait de flexibilité dans une des questions, c'est aussi l'intérêt d'avoir un éditeur comme Micro Focus. On a beaucoup de solutions aujourd'hui qui sont disponibles en SaaS, pas une seule. Et il y a des nouveaux types de contrats qui sortent, qui sont flexibles par nature. Vous pouvez choisir d'utiliser 1, 2 ou 3 solutions, d'en changer, d'évoluer avec le temps. Ce que le on-premise, c'est parfois plus difficile à obtenir.
Parmi ces nouveaux contrats, il y a des services managés, ce qui peut ressembler un peu à l'infogérance dans certains cas. On a toujours cette partie fonctionnelle qui reste à la charge du client. Nous, en tant qu'éditeur, on va s'arrêter à l'hébergement, le maintien en condition opérationnelle de nos solutions. Toute la partie fonctionnelle va rester côté client. C'est lui qui va pouvoir customiser ou adapter la solution comme il le souhaite. On a parlé de nos codes tout à l'heure. Les outils vont vers cette orientation-là. On n'est plus à devoir faire du script ou du code pour paramétrer des processus métiers dans les solutions. On est de plus en plus sur des approches no-code aussi, côté Micro Focus. Parfait. Peut-être le mot de la fin. Est-ce que vous avez un rendez-vous à donner à nos internautes ? Alors, ils peuvent tout de suite aller sur la page partenaire de l'événement pour retrouver les liens et toutes les informations sur Micro Focus et nos offres SaaS. Et sinon, n'hésitez pas à me retrouver au travers de LinkedIn pour continuer cet échange. Merci beaucoup pour vos réponses, Virgile. À très bientôt. Merci, Olivier. Au revoir.